Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de ce rendez-vous de l'information sur Global Africa Télé Sud. Vous le savez, panel hebdo, c'est l'actualité revue et revisitée par l'équipe de chroniqueurs invités à livrer leurs analyses, décryptages et commentaires sur les grands faits de l'actualité en Afrique et à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'abord les historiques de l'émission, Alfred Changolokoro. Bonjour Alfred. Bonjour Francis, très heureux de vous retrouver. Passez de bonnes vacances. Oui, de très bonnes vacances. Alfred Changolokoro, maître de conférence à la Sorbonne, analyste politique. Grégory Sileni est avec nous. Bonjour Grégory. Bonjour Francis. Vous êtes cofondateur de Madagascar Média, analyste politique également. Et Guy Debal. Bonjour Guy, vous roulez de vacances aussi. Tout à fait. Bonjour Francis, bonjour tout le monde. Consultant en entreprise et analyste politique. Et notre invité spécial aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Ferdinand Haïté, journaliste, directeur de la publication du bi-hebdomadaire, l'Alternative, édité au Togo. Ferdinand, bonjour. Bonjour Francis, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Un plaisir. Il faut préciser que vous êtes lauréat, vous avez été lauréat en 2023 du prix international de la liberté de la presse décerné par le Comité pour la protection des journalistes. C'est le CPJ qui est basé à New York. Félicitations encore. Merci. C'est un beau prix. Alors on peut également vous retrouver, Ferdinand, tous les dimanches dans une prestation live, le journal Alternative Togo, où vous passez en revue l'actualité du Togo. Un rendez-vous très suivi, pas des centaines d'auditeurs. Alors, comment on dit ceux qui regardent les TikTokers, c'est ça, ceux qui regardent, on ne dit pas téléspectateurs, mais TikTokers. C'est ça. Alors, juste une question, pourquoi vous avez opté désormais pour ce support pour traiter l'information, TikTok? Non, pas sur TikTok. On a relancé notre journal ici à Paris par notre site internet avec l'appui de Reporters sans frontières. Vous savez que je suis en exil depuis bientôt 1 an et demi. Donc je ne peux plus rentrer au pays. Le journal est fermé par le pouvoir de Lomé. Donc on a rebondi ici avec une partie de notre équipe en Afrique. Donc on essaie de reprendre la main. Et puis ensuite, on a compris aujourd'hui qu'avec les réseaux sociaux, il faut aussi passer sur Facebook et TikTok pour faire généralement un peu de live. Et donc, nous abordons l'actualité de notre pays chaque dimanche sur Facebook avec une connexion sur TikTok. Voilà. Vous êtes à l'exil, hein, donc vous l'avez dit, il faut le préciser. Est-ce que vous attendiez un tel succès sur TikTok? Parce que moi, j'ai vu ça pendant les vacances. Oui. Le dimanche après-midi. C'est vrai qu'on avait des centaines de personnes. Oui, c'est vrai qu'on avait déjà une petite notoriété au pays et donc notre voix porte beaucoup. Mais là, quand on est arrivé sur les réseaux sociaux, je pense que ça a emballé tout le monde. Et vous traitez évidemment tous les sujets de la vie qui va au Togo, de la politique jusqu'aux faits de société, l'économie également d'ailleurs. Oui. Au sommet de cette édition, nous parlerons de la vie politique au Togo, justement, avec un retour sur cette modification contestée de la Constitution. C'était en avril dernier. Et depuis donc l'instauration d'un régime parlementaire au Togo, on reviendra sur les faits et les conséquences, bien entendu. Nous allons également parler de la présidentielle américaine, sur les États-Unis avec l'effet Kamala Harris. C'est arrivé cet été également. Et enfin, un bilan orienté des Jeux olympiques et paralympiques avec cette question que nous a soumise notre chroniqueur Alfred. L'Afrique est-elle le parent pauvre de ces Jeux? Nous y reviendrons donc tout à l'heure. Mais avant d'aborder le sommet de cette édition, on va quand même rendre un hommage surprise à notre ami Guy Debal. Il faut dire qu'avant les vacances, on avait beaucoup commenté ici la fièvre politique qui s'était emparée de la France, qui avait précédé les législatives. Et le monde doit savoir, Guy Debal, que vous avez été l'un des rares, en tout cas le seul, à notre connaissance, à pronostiquer une majorité relative pour le nouveau Front populaire à l'issue de cette législative. Et ce qui n'était pas évident d'ailleurs, parce qu'à cette époque-là, à ce moment-là, tout le monde, évidemment, considérait que la victoire de l'extrême droite, du Rassemblement national, était inéluctable. Alors, qu'il faut rendre à César ce qui est à César. On voulait vous rendre cet hommage pour votre sagacité. Certains ont même qualifié votre démarche, votre prédiction, enfin on vous a qualifié de Nostradamus cet été. Écoutez, d'abord merci Francis, merci à tous. Et puis vous savez qu'il faut juste un bon numéro pour gagner au loto. Donc
Plus sérieusement, bon, j'ai été inspiré, on va dire, et puis bon, bah, c'est comme ça, la vie continue. Vous avez été inspiré, non? Vous êtes parti comme d'une analyse, on se souvient, ça s'est passé ici dans ce studio. Absolument, absolument. Oui. Je suis parti d'une analyse effectivement objective, et puis bon, il se trouve que le destin m'a donné raison, mais vous savez, en politique, parfois les stratégies peuvent évoluer, donc j'aurais pu aussi me planter, mais il se trouve que les choses se sont déroulées comme je sentais qu'elles se passent. Comme vous l'avez dit, justement, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le nouveau Front populaire allait avoir une majorité relative. Ce n'était pas évident comme pronostic. Oui, exactement. Non, il faut vraiment rendre à César ce qui appartient à César. Et Guy a fait cette analyse vraiment constructive, ce qui met en valeur Panel Hebdo, et il faut lui rendre hommage pour cela. Et donc, je souscris totalement à cet hommage. Voilà, donc la législative, c'est terminé. Et puis les lendemains des législatives, évidemment, sont très compliqués en France depuis. Il a fallu 50 jours au moins pour avoir un nouveau gouvernement. On va y revenir la semaine prochaine, parce que la situation, évidemment, en France est un peu compliquée. Cette situation politique absolument inédite. On y reviendra la semaine prochaine. Alors, premier sujet de cette édition, le Togo, l'état de crise permanent. Un épisode de plus dans l'histoire tumultueuse de ce pays, de la vie politique au Togo. Et en avril dernier, je le disais, le parti au pouvoir a procédé à une modification de la Constitution. Et la nouvelle Constitution supprime de fait l'élection présidentielle au suffrage universel en instaurant un système parlementaire dirigé par un président du Conseil des ministres élu par l'Assemblée nationale. Et dans ce nouveau système, il n'y aura plus de limitation de mandat présidentiel. Et le Togo est donc entré dans ce qu'on appelle une 5e République. Alors, Ferdinand Haïté, est-ce que j'ai résumé? Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Que s'est-il passé en avril dernier et en quoi cela a constitué un tournant dans la vie politique de votre pays? Alors, il faut rappeler déjà que ce n'est pas une modification constitutionnelle, c'est une nouvelle constitution. C'est une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution qui a été élaborée et imposée par le pouvoir en place. Et ce qui se passe au Togo depuis une vingtaine d'années me rappelle le livre de François Mitterrand, Le coup d'État permanent, parce qu'au Togo, c'est de ça qu'il s'agit. Faure Gnassingbé, en 2005, il est arrivé par un coup d'État au prix d'un bain de sang, plus de 1000 morts. Et puis ensuite, il a enchaîné les élections contestées, 2010, 2015 et 2020. Et l'élection de 2020 a laissé des traces, énormément de traces, et parce qu'il y a eu une dynamique portée par un archevêque, plus un ancien Premier ministre, qui ont décidé de lui faire une certaine guérilla sur le plan international. Et je pense que cet épisode-là a énormément marqué. Et dans sa tête, il s'est dit, je ne veux pas rééditer une nouvelle élection en 2025 pour avoir les mêmes résultats et les mêmes contestations. Il faut faire quelque chose. Bon, il faut supprimer le suffrage universel, il faut inventer une nouvelle constitution et faire croire à l'opinion internationale que le Togo veut essayer un nouveau régime, notamment le nouveau régime parlementaire. Et les arguments qui ont été avancés par les proches du pouvoir, c'est que les élections présidentielles coûtent excessivement cher, ça aboutit à des morts, à des contestations. Donc on supprime les élections. Alors, oui, normalement, ça devait être ça. Et donc, on aboutit à cette nouvelle constitution qui a été élaborée en catimini, adoptée par des députés qui sont acquis à la cause du pouvoir. Oui, parce qu'on s'est demandé pourquoi cette urgence, c'est arrivé tout d'un coup, cette urgence à modifier ou à réviser ou à changer de constitution, quoi, hein, dans un pays qui a d'autres enjeux, évidemment, d'autres défis à relever. Alors, quand on décide de changer un régime politique, il faut quand même donner la parole au peuple. Mais ça n'a pas été le cas. Des députés se sont réunis une nuit, le 25 mars. Pas de référendum. Pas de référendum. Ils ont modifié la Constitution. Et puis, ils ont introduit dans la nouvelle Constitution un certain nombre de dispositifs qui sont assez surprenants dans notre pays. Le président de la République est désormais une personnalité symbolique, il n'a pas de pouvoir. Oui. On instaure le président du Conseil, une espèce de Premier ministre qui a tous les pouvoirs, qui a un mandat illimité, qui n'a pas un mandat électif. En fait, dans la Constitution, il est dit que le Premier ministre, c'est le président du parti majoritaire à l'Assemblée. C'est-à-dire, on ne dit pas forcément qu'il est un élu, un député, non. C'est-à-dire, un individu peut se lever, il est président d'un parti majoritaire, il devient Premier ministre, il a tous les pouvoirs, il n'est pas élu, mais il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Et donc, on est dans cette aberration-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que 20 ans après son arrivée au pouvoir, Faure Gnassingbé ne veut pas lâcher, il veut rester à vie et il se donne les moyens
pour rester au pouvoir le plus longtemps possible. Donc tout ce qui se passe là, c'est l'habillage juridique pour lui permettre de rester au pouvoir. Donc il n'y a plus de suffrage universel pour élire le président. Le président n'a plus de compte à rendre sur son bilan, puisque, comme vous le disiez, donc son rôle devient un rôle symbolique. Et puis ce qui est extraordinaire pour le Premier ministre, quand il vient à l'Assemblée, il se fait désigner, il n'y a pas de débat. On le choisit, il fait son discours et puis il s'en va. Est-ce que c'est abusif de parler d'une monarchisation du pouvoir? Ce n'est pas abusif, parce que tout ce qu'on voit là, c'est des artifices pour consacrer un pouvoir à vie. Et quand on dit régime parlementaire, nous savons comment le régime parlementaire s'applique dans les pays de référence, comme l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie. Et on se retrouve sous les tropiques avec un individu qui aura tout le pouvoir, mais qui n'aura aucun mandat électif. Il faut dire que Faure Gnassingbé a succédé à son père. Il est donc aux commandes de l'État depuis 19 ans. Bientôt 20 ans, oui. Bientôt 20 ans. Et son père a fait 38 ans. Alors si on fait un cumul évidemment du pouvoir de père en fils, on en est à peu près à 57 ans. Oui, ils sont à 57 ans et c'est le dernier régime le plus ancien aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si c'est en Afrique en général. En Afrique tout court. Oui, en Afrique tout court. Et qui se métamorphose et qui résiste au temps. Un commentaire, Alfred? Oui, mais moi j'observe d'abord un premier point qui est que Faure a réussi à affaiblir l'opposition, à la neutraliser et à neutraliser aussi le peuple. Vous l'appelez Faure, vous, le président Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, voilà. A réussi aussi à phagocyter le peuple togolais. À la diviser au fond entre ceux qui sont pour lui et les autres réduits à la portion. La deuxième chose, c'est que cette constitution qui a été concoctée en catimini et votée en catimini est totalement, j'allais dire, illégale, puisque les députés qui ont voté ce changement de constitution étaient à la fin de leur mandat, donc ils n'avaient aucun pouvoir pour modifier cette constitution-là. L'opposition a parlé d'un coup d'État constitutionnel. Exactement, avec raison, mais ne dispose pas de moyens justement de contestation. Alors, la question maintenant est de savoir dans quelle mesure, si cette constitution venait à être appliquée, qui sera élu président du Conseil. Est-ce que Faure Gnassingbé va quitter son poste de président pour prendre ce poste-là et le président sera élu par qui? Puisqu'on a maintenu vous avez la réponse, dans cette constitution que parce qu'on ne comprend pas très bien finalement. Le président, le mandat de 4 ans du président demeure. Je pense que c'est lui qui passera président du Conseil. Ah d'accord, donc il va cumuler donc, le poste de président du Conseil en tant que... non, ils vont désigner un président de la République qui sera une marionnette, quelqu'un qui n'aura pas de pouvoir, et lui-même, il passera comme président du Conseil. Et ça a le mérite de dire aux gens, écoutez, il n'est pas président de la République, il est devenu Premier ministre, voilà. Et non, c'est lui qui serait donc le président du Conseil des ministres. Oui, tout à fait. Bon, d'accord. Ouais. Et en tout cas, pour moi, c'est... Et on voit bien que le président de la République, son mandat est limité. 4 ans renouvelable une seule fois, mais le président du Conseil n'a pas de mandat limité. Il a 6 ans renouvelables ad vitam aeternam. Indéfiniment. Voilà. Oui. Alors, moi le dernier point que je voudrais évoquer, c'est le silence de la CEDEAO et de l'Union africaine face à cette situation. Et pourquoi il y a ce silence de ces institutions qui auraient pu, justement, dans le cadre de la CEDEAO, intervenir pour dire qu'il faut respecter la charte démocratique de la CEDEAO. Est-ce que ce n'est pas l'habillage, justement, je dirais l'habillage légal, qui freine les moyens d'action de la CEDEAO? C'est fort possible. Hein. Parce que l'habillage légal est devenu aujourd'hui une sorte d'artifice aussi pour perpétrer ce qu'on appelle des coups d'État constitutionnels. Non, je pense que la CEDEAO est dans une position assez délicate. Elle est déjà très affaiblie par toute la crise qui est dans la région. Elle avait voulu faire adopter le protocole additionnel sur la bonne gouvernance, notamment la limitation des mandats. Il y a plusieurs chefs d'État qui se sont opposés, notamment Macky Sall, si vous vous rappelez, Alassane Ouattara, et puis en plus Faure Gnassingbé. Et c'est ces chefs d'État qui ont voulu faire un 3e mandat, et Faure Gnassingbé un peu plus.
Et la CEDEAO est face aujourd'hui à ses propres contradictions. Quand il y a eu des coups d'État par le passé, elle n'a pas été assez ferme, elle n'a pas réussi à faire appliquer les dispositions de la charte communautaire. Aujourd'hui, avec le départ des 3 pays sahéliens, elle s'est retrouvée totalement fragilisée et elle n'arrive pas à hausser le ton de peur que d'autres pays puissent claquer la porte. Donc, elle est dans une position assez délicate. Et le Nigeria, qui est le géant de l'Afrique de l'Ouest, a perdu aussi de son influence au sein de la CEDEAO. Et donc, voilà. Et notons que dans la CEDEAO, aujourd'hui, c'est les pays francophones qui causent problème. Dans les pays anglophones, il n'y a pas trop de soucis. Le président ghanéen vient d'annoncer qu'en décembre, il part. Il n'y a qu'en Afrique francophone qui a eu ces modifications constitutionnelles et ces jeux de pouvoir. Avec la Guinée, je pense, la Guinée-Bissau aussi, où il y a quelques soucis avec Ambalo. Mais sinon, pour les pays anglophones, il n'y a pas de problème. Mais le Nigeria a perdu de son influence, ce qui affaiblit la CEDEAO énormément. Et puis, je pourrais ajouter juste un dernier point, c'est que la CEDEAO aussi s'est disqualifiée en nommant Faure Gnassingbé comme médiateur. Voilà. Ça fait partie des contradictions internes de la CEDEAO, de lourdes contradictions. Guy Debal, un commentaire? Oui, un léger commentaire. Alors, moi, je ne serais pas aussi critique que mes camarades vis-à-vis de cette modification, nouvelle constitution. Je serais critique sur les éventuels non-respects des droits de l'homme, les atteintes aux libertés individuelles, etc. Mais, oui, mais pour le coup, qu'une constitution prévoit ce qui est prévu, c'est-à-dire un président du Conseil, comme c'est le cas en Italie, je ne crois pas que Giorgia Meloni ait une limitation de mandat. Angela Merkel... Comparaison n'étant pas raison. Peut-être, mais en tout cas, Giorgia Meloni, si son parti gagne les élections pendant 30 ans, elle sera première ministre pendant 30 ans. Pas forcément elle. Hein. En tout cas, le leader de son parti. Ce qui est improbable. Il ne me semble pas que cette critique se soit abattue sur Angela Merkel, qui a été chancelière pendant 16 ans, qui a connu tous les présidents de la République française depuis Mitterrand, etc. Donc, sur le plan institutionnel, moi je pense que vous l'avez dit d'ailleurs très justement, l'habillage en fait institutionnel rend d'ailleurs la critique de la part des institutions assez difficile. D'accord. Parce que... mais quand on modifie une constitution et qu'on ne consulte pas la population, qu'il n'y a pas de référendum et que c'est le fait du prince, cela vous semble tout à fait ordinaire et normal. Je ne dis pas que c'est ordinaire. En l'occurrence, dans ce cas-là, dans ce cas précis, les députés ont voté. Alors on peut dire ce qu'on non, mais veut. Ils étaient hors mandat, c'est illégal. Parce qu'il avait plus de mandat. Je suis d'accord. Non mais, alors, on peut effectivement discuter de ça. Mais en tout cas, sur le plan institutionnel, ce qui me choque le plus, ce n'est pas le fait qu'il crée un président du Conseil et qui ne prévoit pas de limitation de mandat. D'ailleurs, quand on regarde un peu partout en Afrique, il y a quand même un certain nombre de présidents qui sont encore là et qui sont accueillis à bras ouverts, y compris en France, encore récemment, et ça ne pose aucun problème. Pourtant, la France accueille... Ça dépend à qui, parce que la population togolaise posait la question. Oui, non, mais je suis d'accord. Alors, je serais sensible. Je serais sensible, par exemple, il existe des pays... Non, mais je vous signale quand même, Guy Debal, que cette opération a été fortement contestée dans le pays, quand même. Oui, je voulais préciser. Je voulais apporter une précision. J'espère que la voix du peuple, quand même, vous... Elle compte. Je suis d'accord, elle compte. Vous y êtes sensible, tout de même. Hein. Je suis sensible à la voix du peuple, je suis sensible au respect des libertés individuelles et à la protection de l'intégrité, notamment des opposants politiques. Mais sur la construction institutionnelle mise en place par Faure Gnassingbé, j'ai beaucoup de mal à la critiquer parce que je remarque qu'elle se fait en Europe, en Italie, en Allemagne, dans d'autres pays. Comparaison n'est pas raison. On vous l'a dit, hein, Francis vient de le dire. On a l'habitude. Alors, et puis, il faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire que la démocratie italienne, la démocratie allemande n'est pas la démocratie togolaise. Oui, c'est pas la même chose. L'absence de démocratie. Oui, l'antidémocratisme togolais. Et je voulais apporter une précision sur la question des droits de l'homme. Moi qui suis sur le plateau, je suis une victime. Et le régime de Gnassingbé est connu pour être un régime assez répressif. Faure est venu au pouvoir avec 1000 morts. On n'a jamais jugé personne. Aujourd'hui, il y a des opposants qui sont en exil, qui ne peuvent même pas rentrer au Togo. Quand ils ont un parent qui décède et qui demande même une autorisation à aller enterrer leurs parents, le pouvoir refuse. En 2017, il y a eu une contestation du pouvoir, il y a eu des répressions terribles, les gens ont dû quitter le pays. Aujourd'hui, la diaspora togolaise, qui regroupe beaucoup de réfugiés, est à presque 3 millions à l'extérieur. Vous imaginez ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui en vase clos. Et donc, c'est un régime assez liberticide, répressif.
et les rapports sont là, c'est factuel. Donc, et c'est tout ça qui rentre dans ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui. Et au Togo, il n'y a pas de démocratie. C'est un semblant de démocratie depuis 90, avec une théâtralisation du pouvoir, mais détenue par un seul clan, Gnassingbé. Aujourd'hui, au Togo, le pouvoir, c'est Faure Gnassingbé, c'est lui qui décide. Parce que les députés, là, dans les coulisses de la modification constitutionnelle ou de la nouvelle constitution, les députés ont été instruits. Tout ce qu'ils devaient même dire, on leur a dit, il faut dire ci, il faut dire ça, et donc les gens n'avaient pas la parole. Parce qu'entre-temps, il y a eu des langues qui se sont déliées, et on a su comment ça s'est passé. Excusez-moi, mais... Non, attendez. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe au Togo, c'est seulement la volonté d'un seul homme de garder le pouvoir le plus longtemps possible. Et il se donne les moyens de garder le pouvoir, et je suis d'accord avec notre expert pour dire qu'il a en face une opposition qui s'est aussi affaiblie avec le temps, et un peuple aussi, à coup de répression, aujourd'hui est en latence. Voilà, c'est ça le problème. Alors on va écouter Grégory, votre regard sur cette situation singulière du Togo. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites par rapport surtout à ce qu'a dit Guy. On ne peut pas faire fi de ce qui s'est passé avant quand on parle de démocratie. Ça a été dit tout à l'heure par rapport à l'historique et tout ce qui s'est passé aux différentes élections. On a parlé d'une famille qui est là depuis plus d'un demi-siècle au pouvoir. Il aurait fallu, de toute façon, je vais le redire parce que c'est quand même assez important, bien évidemment qu'il fallait recourir à une voie référendaire au préalable. Qu'est-ce que vous pensez des nuances qu'a apporté Guy Debal? C'est ça, on peut pas analyser juste en disant oui, parce que sous prétexte, parce que c'est ça en fait qui se cache derrière son propos. C'est comme en Afrique, on voit qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir. On se dit que oui, là, comme il y a une constitution qui arrive avec une nouvelle république, on se dit que bah oui, laissons entre guillemets la chance au produit et voyons si ça marche et si on part sur un nouveau départ. Mais là, il y a des antécédents. Faure Gnassingbé ne vient pas d'arriver au pouvoir. Moi, je pense par contre, ce que je vais dire, parce que toutes choses ont été dites et je souscris à beaucoup de choses qui ont été dites jusqu'à présent, c'est qu'il a clairement profité du contexte ambiant, notamment avec ce qui se passe au Sahel. Et je pense que là, il est en train de proposer quelque part une troisième voie. Parce que pourquoi il y a un tel mutisme au sein de la communauté internationale? Vous avez un pays finalement où, d'un point de vue économique, on va dire ça roule plus ou moins avec cet accès portuaire et il arrive finalement à rentrer dans les indicateurs qui plaisent à la communauté internationale. Il y a des investisseurs qui veulent venir au Togo. Je ne suis pas sûr que Ferdinand confirme cela. Hein, non, la situation économique est quand même... Je ne dis pas que ça se passe bien d'un point de vue économique, mais au niveau de certains indicateurs, ça plaît. Quand on voit que dans Doing Business, le Togo apparaît dans les 100 premiers, on peut se réjouir de ces classements-là. Oui, c'est des rapports tronqués. Et puis c'est la Banque mondiale même a eu des problèmes avec le rapport du business. C'était des rapports bisouillés. Et depuis, ils ont arrêté. Oui, je n'en disconviens pas, mais on voit bien quand même qu'il y a un mutisme par rapport à ce qui se passe au Togo. Et ça, on est obligé aussi de l'analyser. Et moi, je pense que c'est ça, finalement, qui permet, entre guillemets, de légitimer ce pouvoir et cette constitution au regard de certains observateurs. Je pense que la France est dans une position... Guy voulait rebondir peut-être. Oui, moi, juste pour préciser mon propos, je peux entendre les critiques qui s'abattent sur Faure Gnassingbé et sur le Togo. Néanmoins, ce ne sont pas des critiques, c'est en tout cas un regard analytique sur la situation. Je pense que ces critiques-là devraient tirer plus des légitimités si elles remontaient à la source du problème. La source du problème, c'est quoi? Et Grégory a un peu souligné en creux la source du problème, c'est que Faure Gnassingbé, mais c'est le cas de beaucoup de régimes, est soutenu par la communauté internationale, d'une certaine façon, pour des raisons différentes. Par la France qui a du mal à accorder son discours et à universaliser son appréciation du respect des droits de l'homme en fonction des différents pays et de ses intérêts, etc. etc. Donc je comprends, comme je le dis, je ne cautionne pas du tout l'atteinte aux droits de l'homme qui est faite au Togo. Néanmoins, je pense qu'une critique de ce qui se fait au Togo, et qui peut être légitime et que je peux entendre et qui est... Non, ça l'est, c'est légitime. Ne peut être complète que si elle remonte à la source et si elle s'attaque aux parrains, si je devais parler de manière vulgaire, c'est-à-dire à ceux de la communauté internationale. Et notre camarade parlait de la Banque mondiale, notamment, qui tronquait des rapports, c'est quand même fort. On parle quand même d'une institution respectée qui tronque des rapports concernant un pays dont notre ami peut parler de la situation en matière de droits de l'homme. Donc
Vous voyez, je ne crois pas que Faure Gnassingbé soit seul dans son coin. Mais la question n'est pas qu'il soit seul, la question c'est que voilà, cette situation, elle est ce qu'elle est. Alors, si vous commencez à faire des comparaisons avec d'autres situations, évidemment, je pense qu'il faut peut-être porter un regard spécifique sur le cas togolais, qui est un cas quand même particulier sur le continent, parce que c'est peut-être aujourd'hui, je dirais, Après les Bongo, c'est le plus ancien système qui tient encore. Système autoritaire. Autoritaire qui tient encore et qui profite quand même qui a une formidable chance, parce qu'à chaque fois qu'il y a un événement qui bouscule ce système, sur le plan international, la politique évolue, comme ce qu'on vient de dire sur le plan régional, avec la crise au Sahel et la redéfinition des priorités aujourd'hui. La France aujourd'hui est dans une position assez délicate, parce qu'on a l'impression que Faure fait du chantage en disant « arrêtez-moi sinon je fais un malheur, si vous voulez me faire partie, je rentre dans l'AES ». Il faut dire que l'agenda quand même de la communauté internationale est déjà assez chargé par ailleurs. Oui, parce qu'en fait aujourd'hui les chefs d'État africains ils sont assez malins, beaucoup de chefs d'État africains sont assez malins, ils deviennent panafricanistes, ils deviennent panafricanistes par opportunisme, ou ils vont vers la Russie pour mettre en difficulté le camp occidental. Et donc, il y a tous ces paramètres-là qui rentrent aujourd'hui en jeu. Et puis se construit aussi cet homme soi-disant de paix en étant le médiateur. Exactement, c'est ça. Donc ça joue aussi. Tout à fait. Un mot rapide, Ferdinand, sur la situation économique dans le pays aujourd'hui. Alors, la situation économique n'est pas assez bonne. Il n'y a pas suffisamment d'investisseurs, parce que quand un pays est aussi corrompu que le Togo, qui a des difficultés, que le pouvoir est concentré dans les mains d'une seule personne et que la justice ne fait pas son travail, parce que celui qui vient investir dans un pays, il s'assure qu'il y a une justice indépendante, s'il y a des crises et tout ça. Beaucoup de gens préfèrent aller au Bénin, au Ghana, qui sont des pays plus ou moins aujourd'hui stables, qui ne sont pas parfaits, mais en tout cas qui sont plus ou moins attractifs. Et donc la situation est difficile pour les entreprises togolaises, pour les opérateurs économiques, et ça, ils le disent ouvertement. Alors, je veux dire, avec cette nouvelle République, ce système parlementaire, quelle place maintenant pour les oppositions, pour la liberté d'expression? Bref, est-ce que le processus démocratique aujourd'hui, disons, caduque au Togo? Est-ce qu'on peut encore parler d'un processus de démocratisation avec... Non, pas vraiment. Mais l'ancienne garde, les anciens leaders, ils sont presque en fin de carrière. On n'entend plus tellement Agilcris, certains sont décédés. Voilà, qui est leurs lieutenants qui ont pris la relève aussi sont un peu fatigués. Certains sont devenus des maires et tout ça. Et le pouvoir a réussi à désorganiser toute cette opposition-là, même si ce pouvoir n'a pas une ferveur populaire. Il n'y a pas un leader ou il n'y a pas une organisation bien solide pour pouvoir canaliser toute cette colère qui monte dans le pays et en faire une force politique. Donc le pouvoir profite de tout ce désordre-là pour s'imposer. Voilà. Donc il n'y a plus de marge de manœuvre en tant que tel pour les oppositions, pour le contre-pouvoir? Alors l'opposition doit refaire sa propre, je ne sais pas comment il faut le dire, mais elle doit faire le bilan son adjournament. Voilà, et reprendre là où elle a trébuché. Maintenant, les contre-pouvoirs, la presse est totalement bâillonnée aujourd'hui. Les camarades qui sont encore au pays, les confrères, ils font de l'autocensure, où les gens abandonnent carrément. Et les syndicats, on ne les entend plus tellement. Et les universitaires, on en a vu plein qui sont sortis pour défendre la nouvelle constitution. Ah oui. Et certains ont eu des strampotins dans le nouveau gouvernement. Bon, donc voilà la situation qui est dans le pays. Et ça, c'est préoccupant. Voilà. À votre conclusion, Grégory? Non, là, de toute façon, c'est l'illustration d'un homme au pouvoir qui arrive à museler toute son opposition, qui a toutes les mains, qui fait de la stratégie politique quelque part avec tout ça. Et c'est triste pour un pays comme le Togo, vu le nombre d'habitants, 8 millions d'habitants, qu'on en arrive à un tel destin. Parce qu'au final, ces pays-là, ils pourraient se développer assez rapidement. Mais bon, il faudra que l'opposition parvienne à se structurer. C'est important. Et voilà ce que je peux dire. Merci. On va changer de continent pour parler de la présidentielle américaine, l'élection présidentielle aux États-Unis qui aura lieu le 5 novembre prochain. Et après une première phase de la campagne marquée par, on le sait, les outrances de Donald Trump et les interrogations sur l'aptitude du président Joe Biden à se lancer dans la campagne, une question se pose désormais. Après le renoncement de Joe Biden, la candidate des démocrates, Kamala Harris, peut-elle parvenir à rendre cette campagne plus normale, je dirais, face à un adversaire, Donald Trump, qui reste enfermé
dans ses excès, les attaques personnelles, sans compter les injures et les mensonges. En tout cas, pour le moment, l'optimisme règne dans le camp des démocrates avec une Kamala Harris qui gagne des points dans les sondages, y compris au-delà de son camp. Alors, Alfred, comment avez-vous apprécié l'entrée de Kamala Harris dans cette campagne, pas comme les autres? Il vous souviendra, Francis, qu'on l'avait, avant son entrée en campagne, débattu ici pour savoir si Joe Biden allait continuer ou n'allait pas continuer. Alors là encore, Guy avait prévu que Biden allait se désister, allait se retirer. Bien, bref, qu'à cela ne tienne. Guy avait prédit ça aussi. Il l'avait dit dans il a toujours le bon numéro. Bah oui, voilà. Et moi, j'étais dubitatif. Mais effectivement, son renoncement a été une surprise. Surprise pour beaucoup, parce qu'après son débat catastrophique face à Trump, ça avait créé une sorte de panique dans le Parti démocrate, et puis tout le monde a rué sur les brancards pour le convaincre de se désister. Et au fond, Kamala Harris a apporté un souffle nouveau au Parti démocrate et même en Amérique. C'est-à-dire que ça a été la surprise du chef et on ne s'attendait pas effectivement que ce soit elle qui soit désignée. Et donc il y a eu une sorte d'enthousiasme qui continue jusqu'à présent parce qu'on s'est dit, une fois passé l'effet surprise de sa désignation, en attendant la convention qui a confirmé justement sa place, on se disait ça va être un soufflet qui va retomber vite. Sauf qu'effectivement, pour beaucoup d'Américains, c'était vraiment l'étincelle qu'ils attendaient pour pouvoir se mobiliser. En une semaine ou en un mois, elle a réussi pour la première fois dans une campagne américaine à réunir presque un demi-milliard de dollars pour sa campagne électorale. C'est extraordinaire. Et au fond, là où elle a eu aussi le nez creux, c'est qu'elle s'est choisie un colistier qui est un homme de base, un homme de terrain, Tim Walz, et qui fait effectivement que l'enthousiasme persiste. L'erreur de Trump a été, au fond, de focaliser sa campagne sur l'âge de Sleepy Joe, comme il disait. Voilà. Et maintenant, il n'a plus de prise sur Kamala Harris. Quoi qu'il dise, mais au fond, ça ne tient pas, ça ne prend pas. C'est aussi peut-être parce que maintenant, Kamala Harris a ramené aussi la politique au centre du jeu. Absolument. Et qu'il faut parler de politique désormais. Exactement. Donc, les attaques personnelles, très peu pour elle, elle revient tout le temps sur vraiment le politique. Et ça plaît beaucoup aux Américains. On l'a attendu sur la question de l'immigration. Elle s'en est pas mal sortie. On l'attendait sur la question israélo-palestinienne. Elle s'en est très bien tirée. De sorte que, alors, beaucoup d'analystes américains se disent, le dernier passage de Netanyahou aux États-Unis, c'est elle qui a rappelé Netanyahou alors en disant, oui, mais on soutient Israël, mais ce qui se passe à Gaza est inadmissible, ça doit s'arrêter. Et au fond, ça a plu à beaucoup. On l'a vu même lors de la convention. Et donc, je pense effectivement que la dynamique, elle est là. On verra après le débat qui va avoir lieu bientôt, ce que ça va donner. Mais je pense qu'elle a choisi un bon colistier. L'autre a choisi son clone, qui est mauvais sur toute la ligne. Vance, qui était très critique vis-à-vis de Trump. Et aujourd'hui, c'est un boulet que Trump traîne avec son vice-président. Enfin, il reste très peu de temps avant cette élection. Donc, Kamala Harris mène une campagne express, en fait. C'est ça, c'est une campagne au pas de charge. Au pas de charge, non seulement au pas de charge, mais elle a su mobiliser tous les caciques du Parti démocrate, qui se mobilisent sur le terrain, chacun où il est. Et on l'a vu pendant la convention, tous ceux qui sont intervenus pendant ce moment. Et ça a mobilisé, donc ça a été un souffle tel que, aujourd'hui sur le terrain, non seulement ils continuent à cotiser, à rassembler beaucoup d'argent pour la campagne, mais à aller trouver les gens, campagne justement dans le numérique, campagne sur le terrain, à porte, etc., pour dire attention, on n'a pas encore gagné puisque la bête immonde, elle est toujours là, elle résiste. Donc il faut continuer
à se mobiliser pour arriver effectivement à concrétiser le 4 novembre prochain cet élan. Et le slogan, c'est « When we fight, we win ». Oui, exactement. Et tout à fait. Yes, she come. On va écouter Grégory, avant d'écouter Guy qui va nous donner le résultat de la prochaine élection. Sortez vos stylos. Grégory. Il y a beaucoup de choses intéressantes à analyser, observer sur cette élection américaine. La première chose qu'il faut savoir, pour rappeler à nos téléspectateurs, ça va jouer sur ce qu'on appelle les swing states, ces États qui peuvent bouger. Il y en a 7 aujourd'hui, où on va voir qui va l'emporter dans cet État où c'est très serré. Ça se joue entre 1 à 3 points de différence au niveau des sondages. Bien évidemment aussi le cœur, et c'est là où Kamala Harris a bien joué, je pense, parce que l'une des forces de Donald Trump, c'est d'avoir une résonance auprès de la classe moyenne américaine. La classe moyenne américaine était très déçue du mandat de Joe Biden, même si sur le plan économique, son bilan reste très relativement... déçu, c'est pas exagéré. La classe moyenne, je parle, si. Un peu. En tout cas, c'est le ressenti. C'est le cœur de cible aujourd'hui de Kamala Harris aussi. Oui, c'est ce que je dis. Justement, c'est ça que je dis, c'est bien vu à ce titre-là de la part de Kamala Harris. Donc c'est là que vraiment, ça va être très déterminant au niveau du scrutin final. Et aussi, il faut avoir une distinction par rapport à ces élections-là, parce qu'on a tendance à regarder, parce que c'est bien évidemment, comme c'est la première puissance, c'est observé dans le monde entier. Et il y a forcément un très fort engouement, notamment en France, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, où on désigne Kamala Harris comme la favorite. Parce qu'en fait, voilà, forcément, il y a tous les ressorts, il y a le storytelling derrière, ça va être potentiellement la première femme noire, première femme d'origine indienne. Et donc, ça peut être biaisé et ça peut aussi amener, je ne vais pas encore tout de suite introniser notre Guy Debal, mais ça peut peut-être introniser du coup une mauvaise issue, et entre guillemets une mauvaise issue, c'est-à-dire une surprise avec finalement Trump qui l'emporte sur ces élections-là. Parce qu'il y a toujours ce candidat qui va dire le candidat favori à l'étranger, et puis il y a aussi la réalité de ce qui se passe aux États-Unis. Et c'est très très serré sur cette élection-là. Après aussi, juste une précision, parce que par rapport à Donald Trump, c'est que il y a aussi beaucoup d'inquiétudes aux États-Unis par rapport à ce qu'on a appelé le projet de 2025, qui a été mis en place, qui a été pensé en tout cas par une fondation, notamment la Heritage Foundation, où ce qui se dit dans le camp Trump, c'est que quand il était président, il n'a pas pu mettre en place tout ce qu'il voulait. Donc là, aujourd'hui, en tout cas, ce que dit l'équipe de Donald Trump, c'est que là, en fait... Pas qu'aux États-Unis. Oui, mais là où ça peut peut-être créer certaines frayeurs, c'est qu'on dit qu'on va aller plus fort dans l'extrémisme, plus fort dans la radicalité, et je pense que ça, il ne faut pas non plus occulter ce paramètre-là. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est qu'en fait, dans cette campagne, on n'évoque pas tant que ça, finalement, ce qui s'est passé en janvier 2021, la marche sur le Capitole, tous les saccages qu'il y a eu. On oublie quand même que Trump a été un président américain qui a failli quand même, qui a voulu perpétrer ce qui ressemblait à un coup d'État. Ce que j'observe quand même, on est beaucoup axé quand même sur les personnalités, sur le leadership des candidats. Et ça, il faut quand même... Il y a quand même la justice derrière. Exactement. Non, je parle par rapport à ces élections. Je dis, quand vous dites on ne fait pas de rappel, on fait fi de ce qui a pu se passer par le passé. Elle le fait, Kamala Harris, elle rappelle. Hein. Oui, bien sûr. Elle a été si virulente, etc. Elle a dit... Mais il n'y a pas qu'elle, hein, puisque même la presse américaine comprend la presse écrite ou audio ou télévisuelle, revient beaucoup là-dessus. Hein. Le slogan, c'est de dire Kamala Harris, c'est la procureure face à un délinquant. Donc parce qu'elle a dit, je connais ce repris de justice. Exactement, tout à fait. Donc je sais comment les traiter. Voilà. Et donc ça plaît à beaucoup. Mais il y a quand même aussi un autre point qu'on peut ajouter, c'est dire que notre enthousiasme ici à l'étranger, en France, ailleurs, bien. Mais c'est qu'il y a beaucoup de ralliements de beaucoup de républicains derrière Kamala Harris pour dire plus jamais cet homme-là à la Maison-Blanche. On a vu le ralliement pendant la convention démocrate le mois dernier. C'est un ralliement de républicains. Exactement. Ils ont témoigné d'ailleurs et justifié leur Kissinger, dans la campagne de Kamala Harris. McCain. Vous êtes un analyste politique, vous avez porté un regard, pas seulement sur le Togo, parce que je sais que votre spectre d'analyse est très large. Comment vous voyez cette campagne américaine ? Nous sommes à 2 mois et moi je suis un peu prudent. C'est vrai qu'il y a un vent favorable pour Kamala Harris
Il y a cela un an, j'étais aux États-Unis et bizarrement, j'étais dans les studios de Fox News et je discutais avec un confrère. Vous savez, Fox News, c'est vraiment à droite. Et je lui disais, mais si jamais cette dame se présentait aux élections présidentielles, il m'a dit, mais jamais, qu'elle est impopulaire et personne ne veut d'elle ici aux États-Unis. Et je pense qu'aujourd'hui, il va se rappeler de cette discussion qu'on a eue et qu'elle est carrément à la porte de ce poste-là. Et on voit bien que Donald Trump est déstabilisé parce qu'il n'avait pas misé sur la dame. Et les démocrates ont réussi aussi à mobiliser beaucoup d'argent parce que les élections aux États-Unis, c'est beaucoup d'argent. J'ai suivi le 1er septembre dernier, c'est le Labor Day aux États-Unis. Il y a eu un meeting, meeting avec Kamala Harris et puis Joe Biden. Et Donald Trump qui est parti jouer au golf parce que donc Joe Biden passait tout son temps à démontrer le mépris qu'il avait pour les travailleurs et les syndicats. Donc il a décoché des flèches vraiment empoisonnées en direction de Donald Trump. Et après, on voit aussi que dans le camp républicain, il y a un doute. Hier, Liz Cheney, qui était une élue de Wyoming et qui était dans la commission parlementaire pour parler de l'attaque du Capitole, qui est connue comme anti-Trump quand même, a dit clairement qu'elle ne voterait pas Trump, qu'elle va voter Kamala Harris. Et elle a évoqué les atteintes à la constitution de Donald Trump au cours de son mandat. Et une semaine avant, il y a eu 200 républicains qui étaient anciens collaborateurs de Trump qui ont dit qu'ils ne vont pas voter pour lui. Et pour autant, rien n'est joué. Rien n'est joué parce qu'on attend Kamala Harris sur les sujets phares, notamment l'immigration. C'est vrai qu'elle a fait un premier débat, mais elle n'est pas allée au fond. La crise israélo-palestinienne avec son extension avec l'Iran. La crise russo-ukrainienne, et donc on l'attend véritablement sur ces sujets-là. Et le débat du lundi, parce qu'il y aura un débat le lundi, le 10 septembre prochain, on verra à l'issue de ce débat si Kamala Harris va rester encore les freins en main ou si elle va aller vraiment dans le fond des sujets et qu'est-ce qu'elle nous dira. Mais encore avant d'écouter Guy Debal, le suspense est insoutenable, je sais. Ferdinand, il y a quand même une mauvaise nouvelle pour Kamala Harris depuis hier. Vladimir Poutine qui annonce son soutien à Kamala Harris. Ah oui, elle n'avait pas besoin. Comme il faut inverser à propos de Vladimir Poutine. Elle n'avait pas besoin de ça. Elle n'avait pas besoin de ça et on sait Poutine très stratège. On peut imaginer pourquoi il le fait. Exactement. Il y a eu quelques jours, il y a des vidéos qui sont sorties, qui ont été montées par des réseaux russophones pour démontrer que Kamala Harris avait commis un délit de fuite, qu'il y avait eu un accident et qu'elle a fui, ce qui est totalement faux. Et en remontant le fact-checking, on a vu que c'était monté par ces réseaux russes-là. Et donc, Vladimir Poutine, c'est un grand, comment vous appelez ça, il joue aux échecs. Et donc, il est en train de dérouler son plan. Et on verra ce que ça va donner. D'autant qu'on connaît quand même que son affection pour Donald Trump. Exactement. Tout à fait. Alors Guy, on va vous écouter avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Oui, écoutez, alors... Petite correction, Kamala Harris n'a pas encore fait de débat. Elle a donné une interview. Oui, elle a donné. Pas encore de débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Non, je ne l'ai pas dit. Lundi. Je l'ai pas dit. J'ai dit c'est lundi. C'est lundi. Oui, j'ai dit c'est lundi. Vous avez dit son premier débat. Non, son premier débat, c'est lundi. Oui, d'accord. C'est lundi, ce 9 septembre. Le 10. Oui, le 10, alors après, avec le décalage horaire. Mais écoutez, moi, c'est vrai que quand on voit l'enthousiasme en Europe et dans les appareils des partis, on se dit que Kamala Harris est déjà élue. Je peux le souhaiter. Néanmoins, je reste quand même assez prudent pour plusieurs choses. J'ai le souvenir que Donald Trump... Tout le monde a été prudent ici. J'ai senti un certain enthousiasme quand même. Kamala Harris réveille les foules. Moi, je dirais non. C'est tout à fait vrai. Je dirais, je m'expliquerai. Le premier point, moi, je tiens quand même à rappeler que Donald Trump, lors de son premier mandat, a été élu quasiment contre toute attente et contre le système. Donc le fait que les appareils aujourd'hui soient contre lui, que les médias progressistes soient contre lui, n'est absolument pas un handicap, puisque ça ne... j'ai pas le souvenir que lors de sa première campagne, il ait été porté par les médias. Au contraire, il était décrit par les médias
tel qu'il est décrit aujourd'hui. Je veux dire, les critiques positives, les critiques envers, les commentaires envers Donald Trump. Tous les médias le donnaient gagnant à la prochaine présidentielle avec l'hypothèque Joe Biden. Alors j'y viens. Ce que je voulais démontrer, c'est que le fait que les étoiles semblent s'aligner contre lui n'est pas un handicap puisqu'elles étaient déjà alignées contre lui lors de son premier mandat. Ça, c'est ma première critique. La deuxième, c'est que Kamala Harris, bénéficie d'un souffle que je tempère néanmoins pour plusieurs choses. La première, c'est... Rapidement. La première, c'est les raisons, la campagne que lui construit le Parti démocrate lui-même. Très peu d'interviews. Aucune conférence de presse, parce qu'on sait que c'est dans les conférences de presse qu'il y a des questions. Elle en a donné là avec CNN. Je ne fais que reprendre. Elle a donné avec CNN. Je ne fais que reprendre la feuille de route. Oui, mais sa première conférence de presse a eu lieu pratiquement tous les 2 jours. Je n'ai pas dit aucune conférence de presse. Très peu. Bon, alors aucune conférence de presse. Mais je ne fais que reprendre ce que dit le Parti démocrate. Je ne fais que reprendre ce que dit le Parti démocrate. Il faut conclure, Guy, s'il vous plaît. Et lors de son interview, donc en compagnie de son colistier. Par contre, là, je me permets quand même d'amender ce que dit Alfred. Sur la question, le conflit israélo-palestinien, elle s'en est tenue aux éléments de langage officiels qui sont les mêmes depuis 50 ans. Alors que, et c'est là où je mets un petit bémol sur le fait qu'elle renverse la table totalement, il y a encore des manifestations importantes aux États-Unis contre la politique de soutien au gouvernement israélien. Et que ces jeunes et ces femmes, ces électeurs démocrates qui ont annoncé qu'ils allaient faire la grève des urnes, il ne me semble pas qu'elles se soient encore adressées à eux. Bon, d'accord. Donc à suivre, c'est ça À suivre, oui, à suivre. Pour moi, les jeux restent ouverts et je serai peut-être plus définitif après le premier débat. Vous allez consulter les oracles plus tard. Bon. En tout cas, moi j'ai regardé la convention démocrate, il y avait quand même quelque chose de particulier. Il y avait un souffle, je dirais, une ferveur, la ferveur des militants. Et puis voilà, il y avait l'expression de la politique une fois de plus. Et ça manquait dans cette campagne. Et puis ça manque aussi de ce côté-ci du monde, ce retour de politique, je dirais, tel que dans ces lettres de noblesse. Mais tout à fait. On en aurait besoin. Oui, vous avez parfaitement raison, Francis. Le camp central ne soulève pas les foules, c'est ça? Non, mais Francis dit simplement. On va terminer l'émission avec un bref retour sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça y est, les Jeux Paralympiques qui se terminent ce 8 septembre. C'est bien la fin de ce grand rendez-vous des sports en France. Alfred, alors, vous avez souhaité porter un regard particulier sur ces Jeux et surtout sur la participation et le bilan des équipes, des athlètes venus d'Afrique. Et pour vous, l'Afrique reste le parent pauvre de ces Jeux. Pourquoi vous dites ça? Je le dis parce que, d'abord, si on prend les Jeux Olympiques, donc les valides, et au regard des délégations qui sont venues de partout d'Afrique et du nombre de médailles gagnées par les Africains, c'est très maigre, 12 médailles d'or. C'est maigre pour tout un continent. Alors que maintenant, pour les Paralympiques, ça change parce que là, il y a plus de médailles d'or. L'Algérie en tête d'ailleurs, avec 9 médailles d'or, 5 ou 9. Et puis les autres qui arrivent après l'Algérie. Mais pour les Jeux Olympiques, il paraît que les athlètes, les équipes africaines ont gagné plus de médailles qu'à Pékin 2021. Bien sûr, ils ont gagné plus, mais moins de médailles d'or. Oui. Et plus de médailles de 59 au total. C'est pas beaucoup pour un continent. Ça signifie quoi? Que ce soit pour les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, qu'en Afrique, on ne prend pas encore en considération l'importance du sport dans la santé, dans l'économie, dans la culture de nos pays. Il y a le focal qui est placé sur le football classique, mais dans aucun de ces pays-là, il y a des structures pour préparer justement les athlètes africains pour les Jeux Olympiques ou Paralympiques. Quand on voit les délégations qui sont venues d'Afrique, à part aux Paralympiques, à part la délégation égyptienne et la délégation sud-africaine, tous les autres, c'est 2, 3 athlètes, à croire que, par athlète, qu'en Afrique, il n'y a pas des handicapés, il n'y a pas... et que donc, il n'y a pas cette politique-là
envers justement ceux qui sont laissés pour compte dans nos pays. Et quand on voit aujourd'hui ici, en Europe ou en Occident, ce que l'on nous dit, les spécialistes nous disent, le rapport entre ces sports, les progrès scientifiques, les progrès médicaux, etc., c'est extraordinaire, sauf chez nous. Et c'est ça qui me dit, mais dans tous les domaines, nous sommes toujours les parents pauvres. En démocratie, on le voit, l'antidémocratie qui prolifère dans le continent. Au point de vue économique, on a toutes les matières stratégiques, mais nous sommes les plus pauvres, etc., etc. C'est à se poser cette question si l'Afrique était maudite, au fond. Oh, vous allez loin là. En quelques secondes, vous êtes d'accord avec ce constat, Grégory ? Oui, je suis d'accord, mais moi je pense qu'il ne faut jamais décorréler les différents champs. C'est-à-dire que quand vous avez des économies qui sont malheureusement assez faméliques par rapport aux richesses du sous-sol, etc. Oui, voilà, donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un rayonnement dans le sport. Et juste une précision aussi, quand même, c'est vrai que le sport, sa dimension géopolitique, etc., ça a été beaucoup initié par le Qatar. Et après, c'est beaucoup de gens ont suivi. Et juste pour finir, c'est pourquoi on constate aujourd'hui, par exemple, pour les fédérations de football, les anciens joueurs veulent s'en saisir pour essayer de construire quelque chose dans les pays, que ce soit au Burkina Faso, je crois, avec Pi Trois-Pas, Cameroun avec Samuel Eto'o, et en Côte d'Ivoire, on a parlé à un moment donné de Didier Drogba. Donc, c'est des processus qui sont lents et on va attendre un petit moment. Ferdinand, en très peu de mots. Non, je pense que ce qu'on a observé, c'est beaucoup plus de délégations, des ministres, des gens qui sont venus pour faire le tourisme à Paris, et puis après, peu d'athlètes. Et parmi ces athlètes, d'ailleurs, il y a certains qui ont été formés en France ou ailleurs, en Afrique. Par exemple, quand vous prenez les 6 athlètes du Togo, je pense que 2 résident en France ou 3 résidaient en France. Il en est de même pour plusieurs pays. Ça montre qu'il y a peu d'importance et puis il y a manque d'infrastructures. Les gens sont obligés de s'entraîner ailleurs pour pouvoir compétir. Quelques secondes. Absolument, la clé, ce sont les infrastructures, oui, et je pense qu'on ne peut pas décorréler les deux questions. Petite remarque quand même, les Jeux Olympiques, c'est le haut niveau, et le très très haut niveau, malheureusement, il faut beaucoup de moyens. On le voit même ici, à l'Hexagone, si jamais on essaie de faire un focal, par exemple, je vous donne l'exemple du foot, entre des clubs qui ont beaucoup de moyens et d'autres qui n'ont pas le moyen, c'est le même sport, mais ce n'est pas les mêmes performances, donc... Écoutez, vu le niveau de développement économique, structurel, d'infrastructures des pays africains, c'est un peu normal que le sport soit le reflet de... Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition de Panel Hebdo. Merci Ferdinand Haïté d'être venu. J'espère que vous allez revenir d'ailleurs. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Vous êtes journaliste et directeur de la publication du bi-hebdomadaire L'Alternative et lauréat du prix international de la liberté de la presse en 2023, décerné par le CPJ, c'est le Comité pour la protection des journalistes. Merci d'être venu. Merci, Francis. Merci à vous Guy Debal, merci à Grégory Sileni. Merci. Et merci à vous Alfred Chango-Lokoho. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique de Global Africa Télé Sud. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, prenez grand soin de la beauté des choses. À très vite.